propriétaires de chiens sans aucun doute connu plusieurs problèmes d'obéissance avec leurs chiens. Alors c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on rencontre Fanny d'Intervention Câlin qui pourra vous donner plusieurs trucs. Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. Parle-moi un petit peu de ton entreprise, ça fait plusieurs années que tu travailles dans ce domaine, mais particulièrement ici sur la Rive-Sud, c'est tout nouveau. Oui, absolument. En fait, moi, je travaille avec les chiens depuis 2013. Puis, de base, j'étais située à Montréal. Donc, à Montréal, je faisais juste des services en comportement canin. Je m'occupais beaucoup de la rééducation, donc régler les problèmes de comportement des chiens dans leur environnement à la maison. Puis, c'est au moment où je suis déménagée sur la Rive-Sud que je me suis rendu compte qu'ici, des marcheurs de chiens, il n'y en avait pas. Versus à Montréal, il y en a beaucoup. Puis dans, je dirais peut-être 75 à 80 des cas, les problèmes de comportement des chiens, ça va être lié beaucoup à un manque d'exercice. Donc, ça m'arrivait souvent en arrivant ici de référer aux gens, de leur demander est-ce que ça vous intéresserait peut-être de prendre un marcheur de chien pour que votre chien fasse plus d'exercice. Puis les gens me disaient un marcheur de chien sur la Rive-Sud, ils ne savaient pas ce que c'était. C'est là qu'on a intégré des nouveaux services. À vos services. Exactement. Donc, au début, on était vraiment au niveau du comportement. Mais une fois que tu connais le comportement canin, bien, de faire de l'exercice aux chiens, de faire des promenades de groupe, d'amener les chiens au parc canin en groupe, c'est pas un problème non plus. Donc, c'est là qu'on a vraiment rajouté des services. Nos services de base chez Intervention Câlin, c'est vraiment l'éducation, la rééducation et la promenade. On a quelques autres services qui sont plus des services secondaires. C'est plus là-dessus que nous, on se base pour aider les chiens pour qu'ils soient sains d'esprit et sains de corps en même temps. Puis, vous me parlez de l'aspect au niveau de la marche de chien. Il y a des chiens qui sont plus réceptifs à être en groupe, puis d'autres chiens qui sont moins réceptifs à être en groupe. Oui, absolument. En fait, tout ça va dépendre du niveau de socialisation du chien. Donc, si une personne a mis son chien en contact avec d'autres chiens depuis son jeune âge, puis que ça s'est toujours bien passé, à ce moment-là, on va avoir un chien qui est à l'aise en groupe, donc qui socialise bien, puis qu'on va pouvoir apporter au parc à chiens où les chiens interagissent librement. Par contre, il y a beaucoup de chiens qui ne sont pas nécessairement à l'aise en groupe. Souvent des chiens qui ont eu un manque de socialisation, qui n'ont pas vu beaucoup de chiens dans leur vie ou encore qui ont eu des mauvaises expériences. Est-ce que ça pourrait être même certaines races en particulier qui n'aiment pas beaucoup être en contact avec d'autres espèces? Non, c'est pas nécessairement relié à la race. Comme je dis, un chien, c'est beaucoup basé sur l'éducation. Un chien, ça va être 30 la génétique, 70 l'éducation, mais encore là, de dire qu'une race va être responsable d'un comportement en tant que tel, c'est pas nécessairement vrai parce que chaque chien est un individu. Donc, c'est certain que dans une certaine race, tu vas avoir des chiens qui vont être plus énergiques, mais la moyenne des chiens est plus énergique, sauf que tu peux en avoir dans cette race-là qui sont très peu énergiques, comme tu peux en avoir qui sont des bombes. Même chose, tu vas prendre un chien en disant cette race-là, c'est une race qui est calme, donc tu te dis je prends cette race-là, puis finalement tu peux te ramasser complètement au bout de l'échelle, puis te ramasser avec un chien qui a beaucoup d'énergie malgré sa race. Vraiment, chaque chien est un individu. Vous travaillez beaucoup avec les chiens qui ont certains problèmes de comportement. Quelqu'un à la maison qui aurait un problème de comportement avec son chien, comment ça fonctionne pour recueillir de vos services? Mais en fait, premièrement, les gens vont m'appeler pour me dire « Mon chien fait telle chose ou telle chose, on n'aime pas ça, on veut régler le problème. » Là, nous, ce qu'il faut faire, on va prendre rendez-vous avec le client parce que par téléphone, ça se fait pas. Premièrement, il faut voir le chien. Il faut voir le chien parce qu'il faut évaluer le chien, puis il faut évaluer la situation avant de mettre en place ce qu'on appelle une thérapie. La thérapie, ça va servir vraiment à éliminer ou à faire diminuer de beaucoup le problème de comportement. Donc, quand les gens m'appellent, on va prendre une rencontre de 1h30 en tout. Je me présente chez le client. Donc, le client m'a déjà avisé d'avance. Ça se fait toujours dans le domicile? La majorité du temps, ça va se faire dans le domicile parce que le problème du chien, souvent, est relié à l'environnement. Le chien n'aura pas le même comportement chez lui que dans un local comme ici, par exemple. Donc, si c'est des problèmes comme du jappement, du stress, de l'anxiété, sauter sur les gens quand les gens arrivent, ici, c'est pas des problèmes qu'on peut reproduire. Donc, effectivement, on va le travailler directement dans l'environnement du client. Ensuite, comme je dis, une fois que le chien est évalué, moi j'ai vu, bon, le chien est stressé, le chien agit de cette façon-là, pourquoi le chien saute? On va se mettre à poser des questions au client pour voir d'où vient le problème. Donc, on fait une enquête, si on veut, on fait une enquête pour trouver la source du problème. Parce qu'un problème de comportement, on ne peut pas le corriger juste si on dit « mon chien jappe ». Mon chien jappe, parfait, fait ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut trouver premièrement pourquoi le chien jappe. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est parce qu'il veut quelque chose? Est-ce que c'est parce que le chien est énervé, est excité? Donc, on trouve la raison pour laquelle le chien va faire un problème de comportement. Par la suite, on peut proposer des solutions. Donc, en tout, la rencontre d'1h30 sert à trouver pourquoi le chien a tel problème. Puis ensuite, ce qu'on donne au client, on va appeler ça un peu une prescription. Donc, le client, à tous les jours, tant de fois par jour, va avoir à faire tel exercice et tel exercice. Puis souvent, on va demander aussi de modifier la routine du chien. Sous forme de routine.
Plus ou moins sous forme de routine. Dans le fond, ce qu'on veut, il y a toujours 2 étapes au niveau de la rééducation. La première étape, ça va être de changer, de changer la façon dont on va agir avec le chien, puis de changer un peu la routine du chien pour l'aider à le stabiliser un peu. Puis il y a une deuxième partie qui est au niveau des exercices ponctuels. Donc, une fois par jour, pendant 15 minutes, on va faire cet exercice-là pour régler ce problème-là. Donc, c'est vraiment 2 étapes. Est-ce que c'est quelque chose qui est à longue haleine, habituellement, corriger certains éléments chez un chien? Régler un problème de comportement, je dirais que c'est très, très variable. Donc, d'un chien à l'autre, ça va varier beaucoup. Ça dépend, ça fait combien de temps que le chien pratique le problème. Ça dépend si c'est un chien, si le chien pratique un problème parce qu'il est stressé, puis que le stress est très, 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 très profond, modifier cette émotion-là, ça va être très long. Si un chien fait un comportement simplement parce qu'il n'a pas compris qu'on veut pas qu'il le fasse, là, ça peut prendre 2 jours pour corriger un problème. Donc, ça dépend du problème, ça dépend du chien, puis ça dépend aussi des efforts que les propriétaires vont mettre pour corriger le problème. Je dois mentionner que grâce à l'émission de Donne la page, je commence à devenir un grand expert de chiens. Alors, mais quand même, je suis certain que cette émission aujourd'hui aura certaines particularités et que je vais encore ressortir d'ici grandi de cette expérience. En fait, à savoir ce qui m'attire le plus, moi, chez les chiens en général, c'est pas nécessairement les chiens. Moi, c'est les animaux. J'ai toujours adoré les animaux depuis que je suis haute comme 3 pommes. Je ramenais les chats errants chez nous comme ma sœur, on ramenait les chiens. J'ai toujours adoré les animaux. Puis j'ai fait un gros changement de carrière dernièrement, c'est que Rambo, assis. Yes! Dans le fond, moi, j'ai fait des études en sciences. J'ai fait 6 ans d'études en sciences avant de décider de me rediriger. Donc, je suis technicienne de laboratoire. J'ai la moitié d'un bac en génie chimique. Puis à la moitié de mon bac, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Moi, c'est travailler avec les animaux. J'ai toujours eu une passion pour les animaux en général. Donc, pour moi, de travailler avec les chiens, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire à moi-même. Vétérinaire Boyer, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, merci. Parlez-moi un petit peu. Tout le monde connaît vétérinaire. Tous les enfants veulent devenir vétérinaire. Qu'est-ce que ça représente être vétérinaire? Bien, être vétérinaire, tout d'abord, c'est vraiment prendre soin de nos animaux au point de vue de la santé. Autant préventif, ça veut dire prévenir certains problèmes, que quand ils sont malades, dans le fond, les soigner. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent un petit peu plus souvent chez un chien, chez un chat? J'imagine qu'il y a des choses qui reviennent plus particulièrement d'une espèce à l'autre. Oui, d'une espèce à l'autre, puis même, je vous dirais, d'une race à l'autre aussi. Il y a des races qui sont vraiment championnes. Je vous donne l'exemple classique du Schnauzer. Je ne sais pas si vous connaissez les chiens Schnauzer, qui font souvent des pierres, justement, dans la vessie. Fait que ça, c'est comme un classique. Chez le chat aussi, les chats adorent tout ce qui est cordes, ficelles, rubans. Ils vont manger ça, puis ça va bloquer dans les intestins, puis il faut aller enlever. Faut les retirer. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses en tant que vétérinaire qu'il faut peut-être composer là, différemment avec un chien ou un chien? Parce que j'imagine qu'un chien n'est pas réceptif comme un chat est réceptif. Oui, bien, écoute, c'est sûr que sont très différents un l'autre. Puis chacun a leurs difficultés. Comme exemple, un chat qui peut être très agressif en clinique, c'est quand même très fréquent. Il faut faire attention, les griffes, les dents, pas se faire mordre. Fait qu'on a des super techniciennes qui nous aident. On a aussi de l'équipement pour nous aider. Au niveau des chiens aussi, il y a des chiens, tu sais, les plus petits chiens, c'est sûr qu'ils sont plus faciles à manipuler qu'un gros berger allemand de 110 livres. Mais encore là, on est habitué et on a des bonnes méthodes là, pour nous aider. Lorsque vous êtes en consultation, oui, j'imagine que à l'occasion, ça arrive, c'est votre premier contact avec un chat ou un chien. Est-ce qu'il y a des choses que vous devez faire pour rendre l'animal en question à l'aise? Parce que j'imagine qu'à certains moments, il peut être réticent de recevoir certains soins. Oui, ça arrive fréquemment qu'on a des chats ou des chiens qui ont très peur. Des fois, les chats, surtout, c'est leur première fois qu'ils sortent de la maison. Fait que c'est un méchant gros traumatisme. Fait qu'on utilise beaucoup les gâteries pour les rendre, les rendre plus heureux, puis ça marche super bien, surtout avec les chiens. Puis aussi, il faut y aller faut laisser le temps à l'animal d'explorer la salle. On n'arrive pas dans la salle puis tout de suite sauter sur l'animal. On parle avec le client, on prend l'histoire, tout ça. En attendant, le chat ou le chien explore. Il s'oriente un petit peu. Exactement, ça aide beaucoup. Puis il ne faut pas arriver puis leur sauter tout de suite dessus parce que c'est sûr qu'ils ont peur. Fait qu'on leur fait sentir notre main, puis là, tranquillement, on les flatte. Puis moi, mon examen, je commence toujours par des choses justement comme écouter le cœur. C'est pas très invasif. Je commence
commence pas tout de suite à mettre mes mains dans sa bouche, par exemple. Je vais le laisser le temps de s'habituer, donner des gâteries, puis ça fonctionne super bien. Puis est-ce que c'est plus difficile au niveau d'un chat? Parce qu'on le sait, un chat va à l'extérieur beaucoup moins souvent, régulièrement qu'un chien. Exactement. Fait que des fois, ils sont un peu moins habitués au contact humain puis tout ça. Mais les chats, au moins, avec leur petite taille, on a plus de façon de les contentionner, si tu veux. Puis on prend vraiment, on a des super bons outils, des super de bonnes techniciennes, là, vraiment, qui nous aident beaucoup à les tenir comme il faut pour que l'animal soit en sécurité puis que nous aussi, on soit en sécurité. Il y a toujours quelqu'un avec vous là, lors d'une pratique, là, que ce soit avec un chien ou un chat? Bien, ça dépend. Pour l'examen de santé, si l'animal est très docile, qui n'est pas trop nerveux, qui n'a pas de signe d'agressivité, souvent, je vais le faire toute seule. Mais dès que j'ai un doute, que je sens que l'animal est stressé ou qu'il bouge beaucoup, des fois, les chiens aussi sont tellement contents de nous voir, que c'est le contraire. Ils sont trop joyeux, ils bougent. Fait qu'on essaie de les examiner puis on n'en vient pas à bout. Fait que la technicienne va rentrer à ce moment-là, je vais aller la chercher puis elle va venir m'aider. On sait que pour les chiens et les chats, l'évolution au niveau de la vie est beaucoup plus rapide que pour l'humain. Est-ce que il y a des choses que les maîtres là, de leurs chiens et de leurs chats doivent savoir pour les consultations que vous offrez? Oui, c'est une super bonne question. Comme tu as dit tantôt, les animaux vieillissent vraiment plus vite que nous. Ils vieillissent environ de 5-7 ans en une année comparé à nous. Fait que ce qu'on recommande vraiment, c'est un examen annuel par année avec un bilan sanguin pour vérifier que tous les organes internes fonctionnent bien. Et quand l'animal, le chat ou le chien arrive à plus de 7 ans, là, c'est 2 fois par année qu'on va recommander de faire ça. Parce que lorsque l'animal vieillit, il est plus à risque de certaines maladies ou quoi que ce soit. Exactement. Quand les animaux comme nous, un peu, plus les animaux vieillissent, plus il peut y avoir des petits problèmes au niveau du foie, les reins, le cœur, toutes ces choses-là. Fait que c'est important de Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge au niveau d'un chien et d'un chat? Au niveau de la période de vie? Oui, il y a des moyennes. Pour le chat, c'est plus facile parce qu'ils sont pas mal similaires. C'est-à-dire que pour le chat, on parle d'une moyenne de 13-14 ans. C'est sûr qu'elle est plus courte si le chat va à l'extérieur parce qu'il est plus exposé à différents dangers. Pour les chiens, c'est super intéressant. C'est fonction de la race. Plus le chien est gros, plus sa moyenne de survie est basse. Comme exemple, un Danois, la moyenne, on parle d'un 6 ans à peu près. Versus un petit caniche miniature, 14-15 ans. Intéressant, merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Petite question. Oui. C'est quoi la différence entre votre travail et des dresseurs? En fait, à la base, le travail serait le même. Dans le fond, l'idée, c'est d'éduquer ou de rééduquer un chien. Par contre, souvent, quand les gens vont chercher quelqu'un pour éduquer leur chien, ils ne savent pas exactement où ils s'en vont, donc ils vont prendre juste la première personne qu'ils vont trouver. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire pour s'aider à trouver un bon éducateur canin. Puis déjà, en partant, juste le nom, le titre que la personne va se donner, c'est un bon indicateur. Dans le fond, on parle d'éducateur canin, on parle d'intervenant en comportement canin, on parle aussi de dresseur et de maître chien. Quand on parle d'un maître chien, souvent, ça va être au niveau des chiens de travail. Les chiens policiers, les chiens pour l'armée, les chiens de recherche de drogue, toutes ces choses-là. Un chien de travail et un chien de maison, c'est 2 mondes complètement différents. Donc, si vous avez des problèmes à la maison avec votre chien, le fait de faire appel à un maître chien, c'est pas nécessairement une bonne idée. Ensuite, on a les éducateurs canins, les intervenants canins qui viennent un peu ensemble, puis on a les dresseurs. Souvent, lorsqu'on va parler de dressage, les gens qui vont se dire dresseurs, ça va souvent être des gens qui n'ont même pas reçu de formation, qui vont comme ils pensent que ça fonctionne. Puis ces méthodes-là sont beaucoup basées sur le fait... Il va y aller à l'instinct un peu. C'est ça. Puis ces gens-là vont beaucoup se baser sur le fait que, pour eux, le chien est un animal de meurtre comme le loup, donc il faut dominer son chien. Un dresseur, ce qu'il va faire, c'est ce qu'on appelle l'éducation par la peur. Donc oui, ça fonctionne. Oui, en bout de ligne, le chien m'écoute. Mais le chien m'écoute pourquoi? Parce qu'il a peur de moi. C'est pas la relation qu'on veut avec un chien. Donc quand on cherche quelqu'un pour éduquer son chien, on devrait plus aller vers des éducateurs canins ou des intervenants en comportement canin qui, à ce moment-là, ont vraiment des formations puis comprennent la psychologie canine selon des études scientifiques. Donc le chien est fait pour apprendre. Ce qu'on veut, c'est une bonne relation avec notre chien. On veut que le chien nous écoute. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de travailler avec nous. Les dresseurs, ce qu'ils vont dire souvent, c'est qu'ils sont les mâles alpha, c'est qu'ils sont dominants sur leur chien.
Versus les gens qui vont travailler en renforcement positif comme nous, ce qu'on est, c'est plus des leaders. Un bon leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on va avoir envie de suivre. On a envie de le suivre, pourquoi? Pas parce qu'on se sent obligé de le suivre parce qu'il nous fait peur. On a envie de le suivre parce qu'il est confiant, parce qu'il est calme, parce qu'il est en contrôle de ses émotions, puis parce qu'il est positif. Travailler avec un chien qui a envie de travailler avec nous, c'est beaucoup plus agréable que de travailler avec un chien qui, dans le fond, va nous écouter parce que s'il ne nous écoute pas, on va y faire mal. Ce qui est le principe souvent du collier d'entraînement, le choker. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire mal au chien, puis quand il nous écoute, on arrête d'y faire mal. Donc la prochaine fois qu'on va lui demander de faire le comportement, il va le faire, mais il va le faire en essayant d'éviter quelque chose. Ça, c'est quand tu travailles en renforcement positif, le chien va t'écouter parce qu'il veut recevoir quelque chose. Donc, il va être content de travailler avec toi. Quand tu vas lui demander quelque chose, il va le faire le plus rapidement possible parce qu'il veut te faire plaisir, parce que c'est agréable. Psychologiquement, ça doit être plus facile aussi pour le chien, cette pratique. Oui, absolument. C'est certain, dans le fond, il y a quelque chose qui est vraiment touché. Puis un exemple que j'aime beaucoup expliquer par rapport à ça, c'est la différence entre le renforcement positif et le renforcement négatif. Quand on travaille en renforcement, automatiquement, c'est parce qu'on veut qu'un comportement se reproduise de plus en plus souvent. Quand on parle positif-négatif, c'est pas comme bien et mal. C'est plus comme ajouter ou enlever. Donc, quand je travaille en renforcement positif, ça veut dire que j'ajoute quelque chose qui est intéressant pour le chien. Puis quand je travaille en renforcement négatif, c'est que je retire quelque chose qui est désagréable pour le chien. C'est comme si je mets une tension dans le collier de mon chien, c'est désagréable, il me donne ce que je veux, j'enlève la tension. C'est du renforcement négatif. Quand on essaye d'apprendre quelque chose de nouveau à un chien, puis qu'on travaille en renforcement négatif, c'est contre-productif. Puis la meilleure façon de l'expliquer, c'est si tu prends l'exemple d'un humain. J'ai un humain avec moi qui ne parle pas ma langue, puis je veux y apprendre à faire quelque chose. Fait que disons que j'ai une chaise, j'ai un lit. J'ai un humain qui comprend pas ma langue, puis je veux lui expliquer des choses. Si je le travaille en renforcement positif, j'ai un lit, j'ai une chaise. Je regarde mon humain qui ne parle pas ma langue, puis je lui dis « debout, chaise ». Il sait pas ce que je veux. Il va s'asseoir sur la chaise, il se passera rien. Il va s'asseoir sur le lit, il se passera rien. Il va se lever debout sur la chaise. Bravo, je lui donne un morceau de chocolat. Il va redescendre de la chaise. Je répète la même chose. Debout, chaise. Il monte sur la chaise. Bravo, morceau de chocolat. Je répète plusieurs fois. Toujours debout, chaise. Il monte sur la chaise pour avoir son morceau de chocolat. La fois d'après, je vais lui dire coucher, lit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer les choses le plus vite possible pour avoir son morceau de chocolat. Je prends ce même humain-là qui ne parle pas ma langue. Puis dans le fond, ce que je vais vouloir faire, c'est de travailler en renforcement négatif. Donc, c'est d'enlever quelque chose qui est désagréable pour lui quand il ne fait pas ce que je veux. Donc, j'ai mon humain, puis je lui demande debout, chaise. Il s'assoit sur la chaise, puis je m'approche, puis je donne une claque sur les doigts. Je dis debout, chaise. Il s'assoit sur le lit, je m'approche, je lui donne une claque sur les doigts. Est-ce que cet humain-là, qui ne comprend pas ma langue, va avoir encore envie d'essayer des choses pour trouver ce que je veux? C'est sûr que non. Donc, un chien qui ne sait pas ce qu'on veut, il faut le travailler en renforcement positif si on veut que le chien comprenne rapidement ce qu'on veut. Les qualités qui sont requises pour faire mon travail, en fait, la première chose qui est importante, c'est que oui, on travaille avec le chien, mais on travaille aussi beaucoup avec le client. Souvent, quand le chien a un problème, le problème va être lié à la façon dont le client va agir avec le chien. Donc, il faut être bon en service à la clientèle, il faut savoir parler aux gens, il faut avoir du tact, parce que des fois, de dire à quelqu'un qui agit pas de la bonne façon quand lui est convaincu que c'est comme ça que ça se passe dans la vie, c'est important. Puis ce qui est important d'avoir aussi, au niveau du travail avec le chien, c'est le leadership. Ça te prend beaucoup de confiance en toi pour que le chien ait confiance en toi puis que le chien décide de te suivre. Alors, Fanny, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, à plusieurs reprises, tu travailles avec la récompense. Que ce soit un biscuit ou quoi que ce soit, une récompense, quelque chose de positif là, pour le chien. Absolument. Est-ce que c'est quelque chose auquel que tu travailles à tout moment avec la récompense? Non, en fait, ça c'est un gros préjugé qu'il y a contre le renforcement positif. Souvent, les gens vont pas vouloir travailler en renforcement positif parce qu'ils se disent « je veux pas un chien qui m'écoute juste quand j'ai de la nourriture », puis c'est complètement vrai. Donc, là, dans nos méthodes de travail, oui, on travaille avec la récompense, sauf qu'on a des méthodes qui sont faites spécifiquement pour éliminer la récompense à long terme, puis avoir un chien qui nous écoute peu importe la situation. Une chose, dans le fond, qu'on utilise beaucoup, ça va être le principe du « yes ». Dans le fond, pour ceux qui connaissent le clicker, c'est un peu le même principe. Le mot « yes », ça va être un pont qu'on utilise entre le bon comportement et la récompense. Donc, au début, à toutes les fois que le chien nous donne ce qu'on veut, on dit « yes ». Par la suite, on donne une récompense. Puis de façon graduelle et aléatoire, on va diminuer le nombre de récompenses qu'on donne au chien. Là, dans le fond, pour beaucoup d'exercices, moi, je l'utilise le « yes ». Donc, la façon qu'on va l'utiliser, il y a des étapes. Première chose à faire, c'est de faire comprendre au chien qu'est-ce que ça veut dire le mot « yes ». Donc, pour lui faire comprendre, c'est simple. Tout ce qu'on va faire, ça s'appelle charger le yes. De quoi ça a l'air, en gros, Rambo? On va avoir un chien qui est devant nous, puis tout ce qu'on va faire, c'est dire le mot, donner une récompense après. Dire le mot, donner une récompense après. Donc, on a notre pochette, la récompense n'est pas dans la main, puis tout ce qu'on fait, c'est yes. On prend une récompense, on lui donne.
Yes. On prend une récompense. On lui donne. Yes. Donc ça, au début, c'est vraiment pour faire comprendre au chien que quand tu entends ce mot-là, il y a quelque chose de positif qui arrive par la suite. Exactement. Donc, on va faire ça pendant une journée ou deux ou trois fois 5 minutes à dire le mot « yes », prendre une récompense, lui donner. Au bout de 2 jours, on va attendre que le chien soit en train de faire autre chose, le chien est en train de sentir, puis on va dire « yes ». Si la tête du chien se relève puis que le chien nous regarde, c'est parce qu'il a compris qu'après ce mot-là, j'ai quelque chose de positif qui arrive. Donc, à ce moment-là, on peut commencer à travailler avec le « yes ». Une fois qu'on travaille avec, il y a des étapes ensuite, ça s'appelle les ratios de récompense. Donc, au début, on va récompenser le chien à toutes les fois qu'on dit « yes ». Puis, de façon graduelle, comme je disais tantôt, on va diminuer le nombre de récompenses qu'on donne au chien à partir du moment où le comportement est acquis. Un comportement acquis, ça veut dire qu'à toutes les fois que je le demande à mon chien me le donne. Quand le chien le donne à toutes les fois, on sait que le chien a bien compris le comportement. Donc, à ce moment-là, on commence à donner de moins en moins de récompenses jusqu'à un jour ne plus en donner du tout. Puis la méthode du yes, c'est peu importe le chien, vous débutez toujours avec ça. Oui, exactement. Parce que comme je dis, c'est un peu le même principe que le clicker. La différence, c'est qu'avec le clicker, on ne diminuera jamais la quantité de récompenses qu'on donne parce que le clicker sert seulement à apprendre des nouveaux comportements. Donc, on est dans le premier ratio qui est récompensé à toutes les fois. La raison aussi, une chose qui est importante, c'est pourquoi on utilise yes puis on n'utilise pas un autre mot. La raison pourquoi on va utiliser yes, c'est que c'est un mot qui est court. Donc, c'est vraiment punché. C'est exactement au moment où le chien va me donner le comportement. Je vais dire ce mot-là. Le chien va associer exactement le comportement qu'il vient de faire à mon mot, à une récompense qui s'en vient. Si, par exemple, on utilisait bon chien, c'est un peu trop long. Si je demande à mon chien assis, donc mon chien est debout, je lui demande assis, il s'assoit. Si je dis yes, même s'il se relève, mon yes est au bon moment. Assis, bon chien. Là, mon chien, finalement, le chien était debout. Donc, c'est pas nécessairement le bon comportement qui est renforcé. Donc, on utilise yes parce que c'est un mot court et aussi parce qu'en tant que français, c'est pas un mot qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, le chien va l'entendre uniquement quand on l'entraîne, puis ça fait un chien comme ça par la suite. Un chien qui est vraiment attentif, puis qui nous regarde, puis qui attend nos commandes. Pourquoi? Pourquoi Rambo me regarde comme ça? Parce que c'est agréable de travailler avec moi, parce que je travaille avec les récompenses. Rambo, dans beaucoup de situations, je ne récompense plus à tous les fois. Rambo, il y a beaucoup de comportements qu'il va me donner de façon instinctive. Évidemment, si on est dans un environnement où il y a beaucoup de distractions versus dans un environnement où il n'y en a aucun, le local où on était tout à l'heure, c'est un environnement sans distraction. À ce moment-là, on peut récompenser beaucoup moins. On est à l'extérieur, on est devant une clinique vétérinaire, il y a des gens qui passent, il y a des animaux, des chiens. C'est certain qu'il va falloir que je le récompense un peu plus, mais encore là, la récompense, on la diminue graduellement. Fait que ça, c'est au niveau du travail pour éliminer la récompense. Parfait. On sait que les maîtres des chiens aiment beaucoup montrer des tours à leur animal. Est-ce que tu as des tours, toi, que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Bien, en fait, ce que je peux faire, c'est vous expliquer en général comment on va faire pour apprendre un tour à un chien quand on travaille en renforcement positif. Ce qui est le fun, comme je disais tantôt, c'est que quand on travaille en renforcement positif, le chien s'amuse à travailler avec nous. Un truc que j'utilise beaucoup, ça va être le leurre. Rambo, viens. Le leurre, c'est quoi? Le leurre, c'est d'utiliser la récompense pour faire le mouvement que je veux au chien. Donc, la récompense va être dans ma main. Évidemment, comme j'expliquais tantôt, autant je veux pas un chien qui m'écoute juste quand j'ai des récompenses, encore moins je veux un chien qui m'écoute juste si la récompense est dans ma main. Donc, il y a une bonne façon d'utiliser le leurre, mais si c'est bien utilisé, on montre au chien ce qu'on attend de lui, puis par la suite, on va éliminer le leurre. Pour éliminer le leurre, l'idée, c'est de l'éliminer le plus rapidement possible dans le but que le chien ne suive pas seulement la récompense. Donc, je vais vous le montrer après un petit exemple vite. Mais ce qu'on veut, en gros, c'est que 2 ou 3 fois, on va faire le mouvement qu'on veut faire au chien avec la récompense dans la main. Ensuite, on va faire semblant de prendre une récompense. Le chien va suivre la main. On va le récompenser quand même par la suite. On va commencer à mettre notre commandement vocal quand on est certain que le chien va nous donner le comportement. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de récompense dans la main, mais le chien suit la main, entend le commandement vocal, associe. Éventuellement, le mouvement de la main n'est plus nécessaire, le commandement vocal suffit. Un exemple, dans le fond, pour utiliser le leurre puis comment l'éliminer. Disons que je veux apprendre à Rambo à tourner sur lui-même. Comment je peux apprendre à un chien à tourner sur lui-même? C'est certain que si j'ai une récompense dans ma main, c'est facile. Mais je veux pas que le chien tourne juste si j'ai une récompense dans ma main. Rambo, viens. Disons que je veux lui apprendre à tourner. Ce que je vais faire, le leurre. Donc, je prends la récompense dans ma main, puis je vais lui faire un tour sur lui-même parce que le chien suit la récompense. Donc, le chien suit la récompense. Yes! Je donne la récompense. Encore une fois, je vais aller me chercher une récompense. J'y fais faire le mouvement. Yes!
La fois d'après, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma main dans ma pochette, je fais semblant d'en prendre une, le chien va suivre la main. Yes! Je vais chercher ma récompense, je lui donne. Une autre fois, je fais semblant de prendre ma récompense, la main est vide, mais ça, le chien ne le sait pas, les doigts sentent la récompense. Yes! Parfait. Ça fait 2 fois de suite qu'il me le donne. Il peut pas le découvrir avec l'odeur. Ça dérange plus parce qu'il se rend compte qu'il réussit à avoir sa récompense quand même. Okay. C'est ça, il se dit, hey, je suis fou, il n'y avait rien dans la main et pourtant j'ai eu ma récompense quand même. Donc j'ai juste à suivre la main, je vais avoir ma récompense. Donc encore une fois, je le fais une autre fois. Quand je suis certaine que le chien va le donner, je vais mettre mon commandement vocal. Yes. Normalement, quand on entraîne le chien, on ne parle pas en même temps, sinon on le distrait. Là, je parle en même temps juste pour les besoins de la cause. Donc la fois d'après, je vais mettre mon commandement vocal. Je fais semblant de prendre ma récompense. Tourne. Yes. Je donne la récompense. On est encore au stade où le comportement n'est pas acquis, donc à toutes les fois que je dis yes, je donne ma récompense. Encore une fois. Tourne. Yes. C'est toutes des choses qui se font graduellement. Il y a des chiens qui apprennent plus vite que d'autres. Il y a des chiens qu'en une séance, ils vont l'avoir appris. Il y a des chiens que ça va prendre une semaine. Est-ce que Rambo, c'est un chien qui apprend rapidement? Rambo, c'est un chien qui apprend rapidement, mais ce qui va se passer, c'est que si jamais je commence à lui donner un peu moins d'attention, il va commencer à me donner tous les comportements qu'il a appris en espérant avoir une récompense parce que c'est un chien qui est extrêmement gourmand. Mais peut-être que ça prendrait alors, 1-2 jours. Aujourd'hui, il est content d'être avec nous. Là, il est content. Mais c'est un peu plate pour lui parce que ses récompenses, c'est juste sa nourriture. Vu que j'ai un chien qui est gourmand, je le bourre pas en gâterie. Les récompenses que je lui donne, c'est uniquement sa nourriture. Donc, je ne l'ai pas nourri ce matin, je le récompense avec sa nourriture. Une fois que ça fait plusieurs fois que le chien me donne le mouvement sans que j'aie rien dans ma main, je donne toujours mon commandement tourne, 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 toujours en faisant semblant de prendre ma récompense. La fois d'après, ce que je vais faire, c'est que je ne ferai pas semblant de prendre ma récompense. Donc, je vais juste montrer la main au chien. Tourne. Yes. Je donne la récompense. Encore une fois, je ne fais pas semblant d'aller la chercher. Tourne. Yes. C'est à y faire faire à répétition. Y faire faire à répétition, toujours m'assurer qu'il me le donne. Donc, quand je dis m'assurer qu'il me le donne, si jamais, là, au début, j'ai hésité. S'il ne me l'avait pas donné jusqu'au bout, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait semblant de prendre une récompense, j'aurais fait finir le mouvement pour m'assurer qu'il me le donne. J'aurais toujours donné sa récompense par la suite. Donc, tous les trucs qu'on veut apprendre à un chien, que ce soit de tourner sur lui-même, que ce soit de rouler par terre, que ce soit de se coucher, toujours d'utiliser l'heure, c'est la meilleure façon. Des fois, les gens aussi vont apprendre assis à leur chien. Assis à partir de la position debout et assis à partir de la position couchée, c'est pas la même chose. Donc, pour apprendre au chien à s'asseoir à partir de la position couchée, avec le leurre, c'est facile. On prend notre récompense, on fait faire le mouvement au chien parce que le chien suit la récompense. Aussitôt qu'il est dans la position assise, on dit notre mot « yes », on donne la récompense par la suite. Le chien va se recoucher, on va faire semblant de prendre une récompense, on va faire le même mouvement, le chien suit les doigts, yes, on donne la récompense. Ça fait 3 fois que le chien suit les doigts, on met notre commandement vocal parce qu'on est sûr que le chien va nous le donner. Donc, assis, yes, on donne notre récompense. Tous les trucs qu'on veut apprendre au chien, ça fonctionne comme ça. Même au niveau d'apprendre au chien à marcher au pied. On veut apprendre au chien à marcher au pied, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser l'heure au début. Donc, on montre au chien qu'on a quelque chose d'intéressant, le chien suit la récompense. Yes, je lui donne. Je prends une autre récompense dans ma main. Vous n'avez pas échappé. Le chien suit. Yes. Yes. Je lui donne. Toujours comme ça. Au début, la récompense est dans la main. Yes. Je lui donne. Après, ce que je fais, c'est que je fais semblant de prendre une récompense. Yes. Je vais chercher ma récompense. Je lui donne. Yes. Fait que l'idée, c'est toujours de faire le mouvement qu'on veut au chien en lui faisant à croire qu'on a une récompense, mais de rapidement éliminer la récompense pour avoir un chien qui nous écoute, peu importe la situation. Rambo, assis. Alors, Fanny, merci de nous avoir reçus aujourd'hui dans ton environnement. Ça fut très plaisant. Au cours de l'émission, on a vu que tu nous as montré le truc pour tourner. Et là, tu en avais un à nous présenter pour clôturer l'émission. Oui, en fait, on peut laisser Rambo avoir le mot de la fin. Rambo, wouf! Mon chien. Merci beaucoup, Fanny. Ça fait plaisir. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur.